Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du CX Summit. Cet après-midi, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, c'est l'écoute client et collaborateurs. Stop au blabla et passer à l'action. Alors pour cela, j'ai deux invités de marque. Alors je vais commencer par Mickaël. Mickaël, est-ce que tu peux te présenter ? Carrément. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. C'est très, très cool de participer à cet événement. Du coup, je suis Mickaël Buzinski, je suis le directeur service client de Citigo. Je suis chez Citigo depuis maintenant 6 ans et demi. J'avais rejoint l'entreprise pour monter et développer la relation client. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce que l'on fait dans les prochaines minutes. Ouais, c'est vrai que Citigo, c'est une manière plus simple de se déplacer en fait. Exactement. On est une plateforme de covoiturage urbain. Notre mission, c'est de rendre la mobilité beaucoup plus simple pour tous les usagers, de manière sécurisée et fluide. Et on espère de se développer encore plus très bientôt. Merci. Sébastien, on se connaît déjà depuis très longtemps. Tu as déjà participé à une autre édition du CX Summit il y a 2 ans. Là, tu vas nous faire un petit update, mais est-ce que tu peux te présenter ? Et je pense que la Massif, tout le monde connaît, mais néanmoins faire quelques mots. Ouais, bonjour Frédéric, merci de m'avoir invité également. Donc, je suis effectivement ravi d'être ici. Donc, je suis Sébastien Poivlan, je suis le directeur des opérations expérience client pour Massif. Donc, je vais développer cet après-midi quelques facettes, mais effectivement, la voix du client, tout ce qui est parcours, promesse de marque, la partie réclamation. Et puis aussi, c'est ce type d'événement où on peut effectivement faire entendre la voix de la Massif et comment elle travaille son excellence au service des clients et des collaborateurs. Ouais, c'est vrai qu'il y a 2 ans, tu nous avais partagé un plan d'action que vous avez mis en place. D'ailleurs, tu nous représenteras un petit peu les prochains jalons. Et je trouve que c'était vraiment inspirant. Et là, qu'est-ce que tu nous prépares un petit peu de nouveau cette année ? On y va. Alors, j'ai effectivement choisi cet après-midi d'aborder cette intervention en 3 parties. Présenter rapidement Massif, et qui sommes-nous, mais surtout comment permettre de comprendre le poids de l'expérience client dans le métier de l'assurance. Comment on l'a mis en œuvre sur le plan opérationnel. Et puis, le libellé, c'est stop au blabla, place à l'action. Donc, la 3e partie, c'est vraiment d'expliquer comment la direction de l'expérience client Massif s'est emparée de cette priorité et l'a traduit en action tout à fait concrète, opérationnelle. Et on est bien dans cette et puis on aura des exemples de produits et de services que vous avez développés grâce au feedback. Exactement. L'idée, c'est bien de partager des vraies concrétisations et de permettre ce partage. La Massif. Alors, Massif fait partie du groupe AEMA. Voilà, c'est vraiment le socle. AEMA, c'est Abeille Assurance, c'est Aesio Assurance et puis notre filiale de gestion financière. Massif, on est le 2e assureur du particulier en auto et MRH et on est le 3e groupe français en santé. Avec autour de la marque, je dirais, socle Massif, une déclinaison sur la partie santé-prévoyance et sur la partie épargne assurance-vie. Donc quelques éléments de chiffres parce que je trouve que c'est toujours intéressant pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de comprendre finalement quels sont les enjeux auxquels on a affaire. Je ne vais pas noyer tout le monde de chiffres, mais Massif, c'est un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. On a 6 400 000 clients, à peu près 20 millions de contrats gérés et on a 12 000 collaborateurs, dont 7 700 qui sont dédiés à la relation client. Une relation client pour laquelle on a obtenu la marque de garantie Relation Client France, puisqu'on considère qu'effectivement, dans notre ADN, on est un acteur de l'économie sociale et on est un acteur de l'économie aussi française tout court et qu'on a donc une responsabilité quelque part qui dépasse simplement notre rôle d'assureur. Et puis pour revenir sur 2-3 éléments, on est une mutuelle, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer et on a donc des délégués, nos sociétaires réalisent des délégués qui siègent au conseil d'administration. Donc la voix du client à la Massif, elle est à la fois au plus près du terrain, dans les points d'accueil, dans les centres de relations, mais elle est aussi au sommet de l'organisation puisque ce sont ces délégués qui forment notre conseil d'administration, donc ils savent faire porter et entendre leur voix au plus près. Et puis on est toujours, nous, sur ce qui a fait l'ADN de la Massif, c'est-à-dire offrir l'assurance, des garanties d'assurance universelles, essentielles, accessibles au plus grand nombre. Donc toujours avec une logique d'être toujours dans un rapport qualité-prix le plus efficace possible. Et on est très fiers, depuis 4 ans, d'être marque préférée des Français. Alors si je me recentre sur nos enjeux en termes de relations clients, d'abord, la Massif, c'est 95 millions de contacts par an. Ouais. Je vais me concentrer sur 3 qui illustrent aussi notre souhait permanent d'être inscrit dans la proximité. Le téléphone, c'est 16 millions de contacts.
On a à peine 6 millions d'écrits. Alors le courrier, qui a longtemps été le canal un peu historique de l'assurance et en perte, bien sûr, en décroissance, au profit du mail, beaucoup plus interactif. Et puis, notre proximité, elle se traduit aussi avec nos points d'accueil, puisqu'on en a 460, et avec cette volonté d'offrir à nos assurés qui souhaitent avoir cette proximité, cette relation physique directe, de trouver un point d'accueil à proximité de leur domicile, voilà, de leur centre, de leur lieu de vie. Tout ça, cette relation, on l'a portée et on souhaite que nos collaborateurs la fassent vivre, la partagent avec nos assurés autour de 3 dimensions, l'écoute, la confiance et donc cette dimension de proximité. L'écoute client, vous l'avez compris, c'est vraiment le pivot. Comment Massif en est arrivé là ? Massif en est arrivé là à partir de on va dire avec 3 plans stratégiques. Le premier, 2016-2020, on a vraiment démarré par l'écoute client. Donc on est bien dans le sujet de cet après-midi, nous améliorer sur ce dispositif. Le deuxième plan stratégique 2021-2023 a posé un axe qui était à la fois très ambitieux mais extrêmement simple, ce qui fait que ça nous a bien aidé pour que l'ensemble de l'entreprise, quelque part, s'en saisisse et s'inscrive dans cette dimension, c'est devenir numéro 1 de la relation client. Donc je dirais que le premier, c'était écouter, le deuxième, c'était maîtriser, et puis le troisième, le plan stratégique dans lequel on est, c'est exceller. Ouais, mais c'est vrai que quand les messages sont simples, c'est bien plus compréhensible par tout le monde. Devenir numéro 1, on sait que si on veut devenir numéro 1, il faut faire des efforts, il faut telle action. Et ça, je trouve que c'est clair. Plus un message est clair et compréhensible par tous, plus il va être appliqué. Et c'est vrai que c'est là que vous avez fait appel à Eloquent pour la partie en quête de satisfaction. Tout à fait, voilà. Et on a fait le souhait de travailler le tout. On citait avant le démarrage de l'émission la symétrie des attentions, voilà, en travaillant à la fois l'expérience client et en travaillant l'expérience collaborateur. Et je vais dérouler un certain nombre de dispositifs qu'on a mis en œuvre concernant la voix du client externe, avec 3 dimensions. Cette première dimension, c'est une dimension opérationnelle, alors qui est quelque part le socle. Là, on n'a pas été forcément beaucoup plus innovant que nos confrères. On a un baromètre marque, des écoutes à chaud, des écoutes post-parcours. C'est vraiment cette dimension opérationnelle. Pardon, des indicateurs classiques, le NPS, CSAT, Customer Experience. Mais 800 000 verbatim. Voilà, 800 000 verbatim, et c'est là où effectivement, comme vous le disiez Frédéric, on s'appuie sur Eloquent pour toute la partie écoute à chaud, avec un dispositif qui a démarré, je dirais, de façon pas embryonnaire, mais en tout cas sur un petit modeste, voilà, et qui aujourd'hui est en phase de déploiement sur l'ensemble de nos trois métiers. Deuxième dimension, c'est une dimension que je vais qualifier de transactionnelle. Donc, on a une interaction avec le client, il nous appelle, il vient dans un point d'accueil. Derrière, on a effectivement des dispositifs, pardon, je suis désolé, qui collectent, et on va utiliser cette dimension de transaction pour la valoriser en externe, et c'est notamment le cas avec les avis Google, où, je le redis, là pour le coup, Eloquent est notre partenaire de confiance et le tiers certificateur, et on va injecter, comme ça, la totalité des avis clients qu'on va récolter, on va les injecter sur notre site internet notamment, pour permettre aux prospects qui viennent... d'avoir une vision qui est tout à fait claire et pas déformée, parce que c'est vrai que... presque 700 000 verbatim qui sont régulièrement aussi renouvelés, parce que l'intérêt, c'est aussi d'avoir des avis récents pour ceux qui les consultent. Voilà. Puis on a un dispositif autour des réclamations, parce qu'effectivement, avec 7 millions... avec presque 6,4 millions de clients et 1 600 000 sinistres, malheureusement, tous les dossiers ne se passent pas forcément bien, et on peut avoir quelques dossiers pour lesquels on a des réclamations. Donc on a là aussi une exploitation de cette matière pour faire vivre, avec derrière une boucle d'amélioration continue. On exploite les réclamations, on les partage avec les métiers, on instruit, on pilote dans une boucle tout à fait classique d'amélioration continue. Et c'est vrai qu'on pourrait même faire un petit clin d'œil à la marque, l'Association pour le management de la réclamation, qui vise justement à promouvoir une gestion efficace et surtout l'exploitation du pépin qui va être transformé en pépite. Voilà, la marque, une association chère à mon cœur puisque j'en suis un administrateur. Voilà. Et enfin, dernière dimension plus relationnelle, on a dans notre dispositif de suivi de nos clients l'atelier Massif. Donc ça, c'est une communauté de sociétaires qui ont manifesté un fort engagement auprès de la marque
et qu'on anime, qu'on fait vivre et qu'on va solliciter très régulièrement avec des ateliers. On va les questionner sur le choix d'un nom, d'un produit, sur des paramètres aussi de garantie parfois. On peut tester, on peut leur demander aussi de co-créer avec nous des dispositifs un peu spécifiques. Et puis j'évoquais tout à l'heure l'équilibre entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. Si je bascule maintenant sur nos dispositifs de captation de la voix du client interne, on a 2 dispositifs plutôt phares. Hashtag client au cœur. Donc hashtag client au cœur, c'est quelque part une super boîte à idées, accessible sur chaque poste de travail, en direct, par chaque collaborateur, sans filtre managérial. Chaque collaborateur peut venir déposer un irritant qu'il a détecté pour un client, un irritant qu'il a pu détecter en interne aussi. Parfois, il y a des irritants qui sont communs aux deux. Il le dépose, les autres collaborateurs peuvent aussi liker. Voilà, ce qui nous permet aussi, quand on est dans cette dimension-là, d'obtenir aussi du budget en disant non, mais ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un irritant qui a été liké par 100, 150, 200, 500 collaborateurs. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Ces irritants-là sont instruits par une personne et on s'est donné un délai de 90 jours pour instruire le dossier, revenir vers la direction qui est concernée et donner une suite et expliquer la suite au collaborateur qui l'a fait remonter. Et puis le dernier élément, ce sont les étoiles CX. Donc là, c'est un dispositif de valorisation, de reconnaissance. Et tous les ans, la cérémonie avait lieu il y a une 8aine de jours. On récompense les initiatives qui ont été prises par des équipes au plus près du terrain, d'accord, pour améliorer l'expérience client. Voilà. Et vraiment, cette dimension d'équipe au plus près du terrain, elle est clé dans le dispositif. Et on va distribuer 10 récompenses parce qu'on a 3 catégories. Vente-distribution, gestion-prestation et les fonctions support, puisque on considère que tout le monde est au service du client ou au service de quelqu'un qui est au service du client. Et on fait appel tous les ans à un expert externe qui vient apporter son éclairage sur nos dispositifs, mais également regarder ce qu'on fait, le monde de l'assurance, et puis nous apporter parfois un regard qui permet de dire mais vous n'avez pas forcément conscience de ce que vous faites, de vos atouts. Donc c'est pour nous important, et alors pour les équipes, c'est un vrai mécanisme de reconnaissance. On en est à la 4e audition et c'est aujourd'hui devenu vraiment le rendez-vous de fin d'année pour lesquels les équipes se mobilisent généralement dès le mois d'avril pour présenter leurs meilleures initiatives. Et chaque service en propose, donc il y a 10 récompenses, mais il y a quoi, 40 dossiers, 20 dossiers? Il y a en moyenne entre 35 et aux alentours de 35 dossiers qui sont... Ouais, donc une très grande richesse. Oui, et on est obligé de mettre des quotas par direction, parce que sinon on aurait été un peu victime de notre succès. Et puis voilà, ça doit rester... Les meilleures initiatives doivent être délibérées par un jury et sélectionnées parmi les meilleures. Et en complément, on a un baromètre RH, social, comme on voit dans beaucoup d'entreprises. Je ne vais pas m'attarder sur ce dispositif. Alors, de l'expression à l'action, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? On sait beaucoup, en fait, quand on a lancé en 2016 cette dimension écoute, et puis surtout quand on a bâti le plan 2021, on dit quelle priorité on donne. C'est un peu la question de l'œuf et de la poule, entre les outils, les moyens, les circuits. Et en fait, notre priorité, ça a été de dire on va travailler la culture client, parce que c'est un travail qui doit s'inscrire dans la durée. Ce qu'on voulait aussi, c'est que ces orientations stratégiques, elles parlent à tout le monde. Donc il fallait que tous nos collaborateurs partagent les attendus de la direction en la matière. Et puis on voulait aussi leur permettre de comprendre que ce qu'on attendait, c'était de l'intelligence finalement collective au service du client. Et pas une vision un peu, comme on peut malheureusement connaître, un peu tronçonnée en silo avec des processus qui d'une direction à l'autre ne se parlent pas. Donc l'idée, c'était vraiment d'installer à tout le monde, dans l'esprit de tout le monde, l'idée que c'est l'affaire de tous. Et puis donner envie d'agir. Voilà. Et l'exemple que je viens de donner sur les étoiles CX, c'est bien de faire comprendre et de dire aux équipes, vous avez la main. Ouais. Voilà. Si vous avez des idées, on va les faire reconnaître, on va vous valoriser, et puis on va les relayer, on va les déployer. Donc on a déployé un outil qui s'appelle SAPIC, la solution d'aide à la priorisation des irritants clients, où là, dans ce dispositif, on collecte tous les irritants de nos 5 dispositifs. Donc, vous les voyez à l'écran,
le baromètre, l'écoute à chaud, les enquêtes post-parcours, les réclamations. Et on s'est appuyé, en fait, derrière, sur un outil qui nous permet de les prioriser globalement en mixant la fréquence, l'incidence et puis la dimension émotionnelle. Ouais. Parce que parfois, des irritants qui peuvent paraître pour nous assez simples, enfin, je dirais faibles, sont des gros cailloux dans la chaussure de nos sociétaires. Ouais, souvent, la Ce qui est vu de facturation l'organisation, ou des choses ce qui est comme pas- ça. voilà. C'est qu'on a eu souvent, par exemple, avec un client comme Bouygues Télécom Entreprise, les gens aimaient la facture, elle est simple, il n'y a pas besoin de la changer. Et en fait, maintenant, les gens, ils ne comprennent pas et c'est un gros irritant et ils se demandent, mais pourquoi je paye pourquoi? Ça, C'est des choses, effectivement, Frédéric, un bon point. Je parlais tout à l'heure de hashtag client au cœur. Un des irritants principaux, beaucoup liké, quelques centaines de fois, c'était ce qu'on appelle dans le jargon la lettre comptable. Alors, comptablement, nickel, hein, juridiquement blindé, mais difficile à comprendre pour nos assurés. Et le fait qu'elle soit likée, ça nous a permis d'obtenir un vrai budget pour la retravailler sur la forme, en étant très orienté client, en supprimant, en remplaçant en tout cas des termes qui sont très connotés sur le plan juridique assurantiel, mais qui ne parlent pas forcément au commun de nos assurés. Donc on a travaillé cette dimension-là avec des vrais bénéfices. Hein. Globalement, 1 an après, on voit 3 fois moins d'appels. 3 fois moins d'appels. Oui, pour une refonte de courrier. Sur ce sujet-là. Et puis, quand on a questionné nos collaborateurs en disant « mais comment elle est perçue ?» 85% d'entre eux nous ont dit « le document est maintenant vraiment bien compris par nos assurés ». Donc, c'est vraiment on a véritablement moyen, si on est à l'écoute des clients et des collaborateurs, de simplifier et d'enlever les cailloux des chaussures. Alors, l'idée... Place à l'action. Ici, quelques illustrations de comment on a très concrètement pris en compte ces remontées de ces irritants. Donc, la voix du client, comme elle est ouverte, la voix du collaborateur, pardon, comme elle est ouverte. Vous avez ici en haut un petit extrait d'un courrier où effectivement on indique qu'on joint les conditions particulières au courrier. On a un de nos collaborateurs qui est assuré massif qui a reçu ce courrier sans les conditions particulières. Donc, il a fait une petite trace et ça nous a permis de détecter, dans un cas très particulier, que le document ne pouvait ne pas être joint. Donc, voilà, traduction concrète. Et puis, sur les autres, le métier d'assureur, il doit rester en prise avec les usages. Vous voyez une boîte à clés, les locations saisonnières, Airbnb, a fait apparaître le développement de cet usage de la boîte à clés avec une vraie difficulté pour les assureurs. Hein. C'est qu'avant l'existence des boîtes à clés, les fractions, la porte était fracturée. Hein, voilà. Là, il suffit de fracturer la boîte à clés pour récupérer la clé, il n'y a plus d'effraction. Donc ça fait partie des choses qui étaient remontées par nos clients, par nos collaborateurs, par nos délégués aussi, que j'ai cité tout à l'heure, qui nous ont dit il faut prendre ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est plus... un cas à la marge où quelque part on peut dire qu'on peut déroger. Non, c'est devenu une vraie pratique. Les équipements photovoltaïques, c'est pareil. Ça fait partie des choses qu'on a fait remonter. Et puis le robot tondeuse également. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a refondu et on a lancé notre nouveau contrat habitation qui auparavant fonctionnait de façon, comme beaucoup de contrats, je dirais de façon traditionnelle avec des systèmes d'options. Et là, on a fait du tout inclusif. Parce que ces usages-là, je ne vais pas dire que tout le monde a un robot tondeuse, mais c'est tellement démocratisé qu'on ne peut plus simplement espérer que le conseiller pose la question à son assuré. Est-ce que vous avez coché la case qu'il va penser sur Internet tout seul à cocher cette case-là. C'était à 1 euro par mois. Là, le robot, il a été écrasé par la voiture en reculant. Donc, vous n'avez pas pris l'option. La tempête, c'est typiquement les robots tondeuses, c'est typiquement... les tempêtes? Oui, quand il y a des tempêtes, qu'il y a des branches d'arbres qui tombent, des tuiles, des choses qui volent, c'était typiquement le genre d'équipement qui se sont retrouvés assez rapidement abîmés. Donc il a fallu, et on l'a intégré dans cette logique pour, là aussi, ouvrir des garanties qui vont être le plus universelles possible. Alors, voilà quelques exemples. Et pour conclure, finalement, 2 chiffres. Hein, on a une note de 4,6 dans tous nos avis clients qu'on ne perd. Le taux de fidélisation il est supérieur à 95%. Donc les résultats sont tout à fait positifs. Et puis côté collaborateur, on a un taux de satisfaction dans le baromètre à l'égard des outils
ça nous a aussi été témoigné la semaine dernière, voilà, lors des étoiles CX, où voilà, ils apprécient le fait qu'ils puissent agir au quotidien et que ce ne soit pas voilà, quelque chose qu'on lance un peu une bouteille à la mer dans l'océan, mais que les initiatives qu'on valorise en interne, on peut aussi les valoriser en externe, puisqu'on a des initiatives récompensées dans le cadre des étoiles CX qui ont reçu des CX Awards, par exemple. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que cet aspect, je fais une suggestion, j'ai le suivi, et si d'autres personnes votent après derrière, on voit qu'il y a une dynamique, et ça montre bien que oui, il y a une dynamique, il y a une écoute, et il y a des choses qui sont passées derrière. S'il y avait juste une boîte à idées sans suivi derrière, on envoie une bouteille à la mer, comme tu disais, et on n'a pas le résultat, et on est un peu coincé, quoi. Voilà, le délai peut paraître un peu long, mais vraiment, on s'est donné 90 jours pour être revenu vers le collaborateur et avoir eu la réponse de la direction concernée. Le marketing, ça concerne un sujet de mailing, par exemple. La direction technique, ça concerne d'autres sujets. Mais ça donne effectivement de la visibilité. Alors là, on a vu que ça se terminerait en 2025-2026. C'est quoi les surprises et les prochaines étapes? Parce que là, l'excellence, on est déjà quasiment au top. Ah, non, c'est un éternel recommencement. Non, mais l'expérience client, c'est un éternel recommencement parce que, en fait, d'abord, il faut rester modeste et humble. On a fait beaucoup de choses, il nous en reste beaucoup à faire et on continue à travailler. Ça fera partie des ambitions du prochain plan stratégique pour 2027-2030. Mais aussi parce que l'écosystème évolue, nos concurrents nous challengent. Dans les autres secteurs d'activité, voilà, on va avoir un autre témoignage qui va être super intéressant, mais toutes ces autres structures font évoluer les attentes consommateurs. Je dirais, aujourd'hui, notre défi sur le sinistre en assurance, c'est que notre assuré qui a l'habitude de commander sur Amazon ou son taxi Uber, quand il commande sur Amazon, il reçoit un SMS pour lui dire que sa commande est bien prise en charge et ainsi de suite, il voit tout. Son taxi Uber, quand il a commandé, il sait qu'il est... Voilà, ou Citigo. Voilà, Mickaël va nous en parler. Et finalement, le client, il se dit, mais moi, j'ai un sinistre, je me suis... Voilà, j'ai frotté un peu un poteau. Il aime... Voilà, il veut que ça soit aussi simple sur Internet. De dire, mais je veux savoir, vous l'avez bien pris en compte, quand est-ce que l'expert va passer, une fois qu'il est passé, qu'est-ce qui se passe et est-ce que je peux avoir de la visio? Exactement, donc y compris sur les outils, sur le relationnel. Donc, c'est pas une quête, mais en tout cas, c'est une démarche perpétuelle. Si vous arrêtez d'avancer... Et si vous arrêtez de travailler cette démarche de culture client, d'expérience client, c'est fini, les autres, ils marchent à côté de vous. Donc, l'expérience client n'est pas une destination, mais un voyage, c'est ça? C'est ça, c'est une démarche perpétuelle. Continue en tout cas, je ne sais pas si elle est perpétuelle, en tout cas, elle est continue. D'amélioration. Alors justement, on va pouvoir passer à Citigo, parce que là, ce qui était intéressant dans cet atelier, c'est qu'on a vu l'aspect grande entreprise, process, tu as parlé 16 000 salariés, 12 000 salariés, 800 000 verbatim à analyser. Là, en fait, on voulait voir un petit peu l'aspect d'une start-up, justement. C'est quoi les différences dans la gestion et l'optimisation de l'expérience client et dans la transformation des feedbacks en plan d'action chez Citigo par rapport à une grande entreprise? Alors déjà, félicitations à Massif parce qu'on comprend pourquoi vous êtes une vraie référence sur le marché quand je vois ce que vous faites. Alors je dirais peut-être les différences entre les startups et les grands groupes. Alors les startups ont beaucoup à apprendre des grands groupes. Je pense qu'aussi que les grands groupes ont besoin d'apprendre des startups dans les méthodes de travail. Je dirais ce qui va un petit peu changer, c'est le côté un peu plus agile, où c'est vrai qu'en startup, on va avancer beaucoup plus vite. On a beaucoup d'interactions avec les équipes marketing. Imaginons qu'on a un problème sur une fonctionnalité, on va directement passer par le product manager ou le product pas 90 jours de temps d'analyse? Ça peut arriver 90 jours, mais souvent quand on a un bug critique, on ne va pas attendre une semaine pour le résoudre. Ça peut être résolu dans la journée en fonction aussi des disponibilités des développeurs, je dirais. Dans les méthodes de travail, j'ai beaucoup changé aussi, moi, dans ma façon de voir les choses. C'était le côté test and learn. On va tester beaucoup de choses pour voir si ça va fonctionner. Et on ne s'interdit pas de se dire, au bout de 2 jours, ça ne fonctionne pas, on arrête. Donc c'est vrai qu'on est capable de prendre des décisions assez vite. Je dirais aussi, dans les échanges qu'on peut avoir, par exemple, sur des campagnes marketing, on va avoir pas mal de synchronisation avant. Parce qu'il y a une phrase qu'on aime souvent en startup, c'est quand on reçoit un mail avec une information marketing, et en fait, les équipes care ne sont jamais au courant. Et donc, du coup, c'est les utilisateurs ou les clients qui vous préviennent qu'il y a quelque chose qui est sorti. Donc, bien évidemment, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est vrai qu'on a pas mal de points de synchro. On a un point de synchro hebdomadaire, un point de synchro aussi mensuel avec les équipes produits pour essayer d'arriver à l'excellence, comme on peut voir par exemple à la Massif. Et je dirais un petit peu, ces différences-là, c'est vraiment le côté agile et le côté un peu plus rapide.
j'ai travaillé auparavant chez les Pages Jaunes. C'était un peu plus long pour valider certaines fonctionnalités. C'était 2 méthodes de travail. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'on peut prendre chez l'un et chez l'autre. Ouais. Donc cette agilité qu'il y a pour faire évoluer les choses ne doit pas non plus se faire au détriment du travail collaboratif, comme tu disais. Il faut se parler, il faut se réunir. Exactement. Et tu nous as donné un petit exemple, c'était par exemple pour tout ce qui était les trajets annulés. Vous aviez fait un travail en commun parce que tu me disais, ça nous fait énormément d'appels. Alors. Exactement. Je vais reprendre un petit peu l'exemple. Ou peut-être, tu peux peut-être rappeler Citigo d'ailleurs, ce que c'est, puisque là, ça donnera plus de sens à cet aspect trajet annulé. Exactement. Alors, du coup, Citigo, nous sommes une application de covoiturage urbain. On est sur de la courte distance. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est plutôt sur les trajets loisirs, qui représentent 70% des trajets d'un urbain. Du coup, par exemple, vous allez aller au stade, voir un match de foot, vous pouvez prendre quelqu'un dans votre voiture. Vous allez à la salle de sport, vous pouvez prendre un passager dans votre voiture. Ou inversement, si vous êtes passager, vous pouvez prendre un covoiturage. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de payer soit en carte, soit en liquide. Donc, évidemment, quand ce sont des paiements en liquide, ça peut poser des problématiques liées à l'expérience client. Et aussi un truc très important, c'est qu'on est toujours dans l'objectif d'améliorer l'expérience de nos covoitureurs et on a un système de machine learning. On va analyser les déplacements de nos utilisateurs et leur proposer des trajets qui vont correspondre à leur trajet pour éviter de leur faire proposer eux-mêmes des trajets sur l'appli. Donc du coup, c'est assez cool. Juste peut-être quelques chiffres sur la partie Customer Care, je dirais. Aujourd'hui, on gère, alors c'est très loin de ce que fait la Massif, mais on est à 200 000 tickets par an. On a un temps de réponse de 12 minutes et on en est assez fiers parce qu'on essaie de répondre très vite et de manière très quali. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu Parce que c'est vrai que cet aspect rapidité est important. Et c'est vrai qu'on en parlait chez, par exemple, Trainline. Ils disaient que ce qui est un des objectifs qu'ils avaient, c'était Jonathan Lefebvre, il disait répondre rapidement. Au moins dire qu'on a pris la demande. Exactement. Et juste concernant l'équipe, j'ai une équipe de 26 membres. Alors la petite spécificité, c'est que 80% de l'équipe est en full télétravail parce qu'on est ouvert 24/7. Donc du coup, je dis bonjour à toutes nos équipes qui sont en Colombie, Japon, Indonésie et compagnie. Et un peu dans l'esprit customer-centric, 50% des effectifs de la boîte sont au service client. Parce que du coup, on est une plateforme de mise en relation. Le seul point de contact qu'ont nos covoitureurs avec notre marque, c'est le service client. Et donc, c'est vrai qu'il fallait qu'on soit vraiment très disponible et assurer une disponibilité 24/24, sachant que notre appli est disponible 24/24. Voilà. Alors, ces fameux trajets annulés. Ouais, alors les trajets annulés, du coup, je ne vais pas mentionner des banques en ligne, on va dire un peu de cartes prépayées, mais comme sur toute plateforme, vous avez une réservation qui est annulée, une commande annulée et compagnie. Mais en fait, votre argent reste bloqué sur votre compte bancaire et en fonction de la banque où vous êtes, vous pouvez attendre soit 3 jours ou pour certains de 20 jours. Et donc, du coup, ça engendrait beaucoup de tickets au service client, une insatisfaction qui était quand même assez forte. Ah oui, parce que j'ai payé ou je veux être payé. Exactement. Et donc, du coup, je vais citer Stripe, on travaille avec Stripe, et donc, du coup, on a fait un développement avec cet outil-là pour automatiser les remboursements de manière instantanée. Et donc, automatiquement, je vais prendre l'exemple de la Massif, ça a divisé par 4 notre nombre de tickets sur ce sujet-là. Et donc, du coup, automatiquement, on a gagné en points de satisfaction. En termes de one-touch ticket, c'est la proportion de tickets qu'on va résoudre en un seul échange. Parce qu'évidemment, on avait beau dire aux utilisateurs, ça va être en attente, ça va être remboursé d'ici quelques jours, mais en fonction de votre banque, ça peut prendre un petit peu plus longtemps. Ouais. En fait, en termes d'expérience, c'était pas vraiment ultra optimal. Et quand on se met à la place d'un utilisateur, on se dit, oui, c'est pas une expérience terrible. Donc, du coup, on a développé cette fonctionnalité et on a gagné quelques points de satisfaction. Et surtout, ça a aussi baissé le nombre de tickets qu'on recevait au service client. Ouais. Alors, justement, là, tu m'as donné un excellent exemple de comment transformer un feedback en action. Comment vous le faites, en fait, de manière globale? Et tu m'as dit que, pour vous, la data était essentielle parce qu'on ne peut pas prendre de décision correcte si on n'a pas la data, parce que si on augmente, c'est juste une intuition ou une idée. C'est une phrase que l'on m'a dit il y a quelques années maintenant. En fait, sans data, tu n'as qu'une opinion. Et donc c'est vrai que moi je pense ceci, moi je pense cela, mais est-ce qu'on va se baser sur des chiffres? Ouais. Et donc du coup aujourd'hui par exemple sur la partie verbatim et la satisfaction, on a un outil qui va analyser tous les retours de nos utilisateurs à la suite d'un contact. Et grâce à l'IA, on est capable en fait de détecter quel motif est vraiment un motif d'insatisfaction chez nos utilisateurs. Donc autopub. Aujourd'hui, 35% des feedbacks que l'on reçoit suite à un post-contact, c'est sur la qualité de notre service client. Donc j'ai mis quelques petits retours que l'on a sur ce sujet-là.
Et du coup, notre outil IA va analyser donc, tous les retours de nos covoitureurs. Et en fait, ça nous permet d'aller après, lors de la roadmap avec les équipes produits, essayer de prioriser des suggestions de nos utilisateurs. Bien évidemment, sans data, c'est compliqué, parce que quand je dis data, en fait, c'est pas le nombre de contacts. Ça va aussi être, par exemple, la rétention. Est-ce que ce motif de contact-là, en fait, ne va pas jouer sur la rétention des utilisateurs? Par exemple, les annulations, on est capable de dire que un utilisateur qui a une annulation tardive sur son covoiturage, il a beaucoup de chances de ne pas revenir sur l'application parce qu'il a une mauvaise expérience. Versus un autre sujet, on sait que, par exemple, sur tel motif de contact, on a un taux de satisfaction qui est énorme et on le voit dans la rétention de nos utilisateurs. Et on voit par exemple qu'on a réussi à les récupérer et surtout en fait à favoriser leur activité sur notre appli. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, et comme tu l'as fait souligner aussi à la Massif, c'est important de pouvoir montrer par l'exemple. On l'a vu ce matin avec l'atelier avec la MNT, avec le module Bravo, quand le conseiller reçoit son petit bravo par email, disant bravo, mais pas pour l'entreprise, pour lui, c'est important. Toi, tu as mis la même chose en place avec un channel Slack, bravo la team. Alors c'est bravo la Dream Team, parce que je suis très fan de basket, donc du coup c'était facile de trouver. Et en fait, chaque retour positif que l'on va avoir sur le service client, donc que ce soit quelqu'un qui est mentionné, par exemple là, Jimmy Boris, Corolla ou Victoria, ça va remonter automatiquement dans un channel Slack. C'est vrai qu'en termes de motivation, comme on dit souvent dans un service client, on reçoit que des problématiques. Et donc souvent, on est un peu dans le côté négatif, on n'a que des problèmes, mais en fait, tu les as résolus et en plus, l'utilisateur t'a remercié et il t'a mis en avant. Et donc c'est vrai qu'en termes de motivation pour les équipes, c'est assez cool. Aussi en interne, parce que pour le coup, c'est des messages que l'on va partager aux autres équipes, aux produits, au marketing, à ma direction par exemple. Et c'est vrai que c'est assez motivant pour les équipes de voir aussi le fruit de leur travail. Et comme on dit souvent, quand on fait du bon boulot, c'est bien de savoir le dire, et rien de mieux que nos covoitureurs pour le dire. Voilà. Alors justement, là tu as parlé de quelque chose qui est intéressant, tu as parlé du One Touch. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le One Touch ? Alors, ça, c'est... Et pourquoi donner des noms de code ? C'est un mot qu'on utilise chez nous, parce que c'est on va dire que c'est la proportion de tickets résolus en un seul échange. Pourquoi on essaye à chaque fois d'avoir des noms chez nous ? C'est pour que nos équipes se les approprient. Parce que souvent, on entend des termes techniques. C'est ça. Et souvent, quand c'est des profils juniors, ils ont un peu du mal à comprendre ce que c'est. Et donc, pour se les approprier, on a mis des noms de projets. Alors ça, c'est mon background chez Deliveroo, parce que dès qu'on sortait un projet, on mettait un animal et une couleur à côté. Et donc, c'est vrai que chez Citigo, avec mon équipe, on essaie toujours de trouver des noms sympas pour nos différents projets. Ouais, c'est vrai que ça me rappelle ce que fait Doctolib. Eux, ils appellent en fait quelque chose qui est Gold. Gold, en fait, c'est que c'est résolu pour le client dans les 8 heures. Et donc, comme dit, ouais, ça c'est un truc qu'on a fait en Gold, ça c'est une satisfaction qu'on a fait en Gold. C'est le même principe, ce nom de code. Alors, tu m'as dit que tu mesures l'impact des actions sur la ROI. Pour toi, c'est vraiment clé et ça te permet de justifier justement ce qu'on fait, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Alors du coup, dans le même esprit de projet, alors souvent, quand on va donner une compensation à un utilisateur ou chez une marque, on va appeler ça la politique de compensation ou de dédommagement. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que ça se comprend, mais nous, on aime bien du coup donner des noms à nos projets. On a appelé, par exemple, notre politique de compensation le City Goodwill. Donc du coup, en fonction de l'expérience qu'a rencontré l'utilisateur, il va falloir le compenser. Ouais. Et j'ai pas mis parce que ça faisait beaucoup de texte, mais en fait, c'est comme dans un restaurant. Même dans les plus grands restaurants, vous pouvez avoir un problème sur votre commande. Dans un restaurant, par exemple, on va vous donner un digestif ou un café ou un dessert gratuit. Et en fait, chez nous, c'est notre façon de dire, vous avez eu une mauvaise expérience sur notre application, ce qui peut arriver, on va tout mettre en œuvre pour essayer de vous récupérer. Et donc, en gros, c'est notre système à nous de donner un petit cadeau à nos covoitureurs. L'idée, en fait, de ce projet-là, de la politique de compensation, donc City Goodwill, c'était d'abord de switcher. Il y a un incident, en fait, le truc, c'est qu'il faut le transformer en fidélité. Et donc c'est vrai. Le pépin en pépite de la marque. Ça, je pourrais le reprendre aussi en interne. Mais est-ce que c'est pas trop français ? Parce que j'ai l'impression qu'il faut que ça soit basket ou anglophone. On va rien s'interdire. On pourra au pire des cas le mettre en anglais. Ça peut marcher aussi. Du coup, on a 3 règles. C'est switcher, c'est transformer un incident en fidélité. Customiser, adapter la compensation en fonction de l'impact. Et aussi en fonction de nos profils, de nos utilisateurs. Et surtout, sujet très important, c'est les irritants, c'est le neutraliser avant que ça devienne un irritant. Et donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette politique de compensation, ça nous permet de travailler aussi nos process internes. Par exemple, on avait échangé ensemble sur
Ça peut arriver, alors ça concerne très peu de covoiturage, mais que des covoiturages soient payés en double, autant en carte bleue qu'en liquide lors que le trajet se réalise. Et c'est vrai qu'on s'était rendu compte que dans notre process, on avait une personne sur 3 qui restait. Donc on s'est dit, le process n'est peut-être pas ultra pertinent, ultra performant. On a changé les choses assez rapidement. Du jour au lendemain, c'était changé. Et du coup, on a vu une plus-value directe. On est passé de une personne sur 3 qui restait à 2. Ouais. Et donc au début, c'était je t'offre 5 € parce que la personne, en fait, elle avait oublié qu'elle est payée sur Internet. Elle a repayé en cash le chauffeur. Et là, maintenant, vous le dites. C'est ça. Et on te dit, on te rembourse en entier. Et tout d'un coup, 2 tiers restent. Exactement. Et donc, du coup, après, en plus, on est sur une plateforme de mise en relation. Donc, on n'est pas dans les voitures lors des covoiturages. Tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Nous, on a une valeur, c'est la confiance. Donc, on fait confiance. Et donc, du coup, on s'est dit, l'intérêt, en fait, c'est aussi l'expérience de nos covoitureurs. Si ça m'arrive à moi, je ne serais pas du tout content. Donc, du coup, c'était assez cool de changer ce process-là. Ouais. Mais ça, c'est possible uniquement parce que vous avez une équipe data. Exactement, c'est ça. Et du coup, je la remercie beaucoup parce que c'est une phrase que j'aime vraiment beaucoup, c'est que sans data, on n'a qu'une opinion. Et en fait, même pour aller vendre des projets sur la roadmap, en fait, c'est le côté aussi rétention. Alors des fois, évidemment, il ne va pas y avoir des sujets de rétention, ça va plutôt être des sujets de quick win, où en gros, ça va vraiment être de l'expérience utilisateur. Mais en fait, du coup, si on améliore leur expérience, automatiquement, ce sont des covoitureurs qui vont rester. Et surtout, comme disait tout à l'heure Sébastien, c'est des standards sur d'autres plateformes. Et donc, par exemple, on est dans un secteur de la mobilité, sans citer les VTC, et par exemple, tu vas avoir des marques... Par exemple, de location de vélo, on fait tous des benchmarks chacun de notre côté pour voir les standards chez nos concurrents sur le marché, concurrents indirects, je dirais même. Et quand on voit un petit peu ce qu'ils proposent, il faut monter d'un step. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, tous les jours. Ouais, surtout qu'un nouvel arrivant, il va essayer de se distinguer des autres avec des offres, des services, etc. Justement, votre équipe data est même capable de savoir le KPI Stay Connected. Ah oui, exactement. Alors ça, pareil, c'est un autre projet que l'on a monté où, en gros, c'est un petit jeu de mots sur rester connecté sur l'appli. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment calculer la rétention de nos utilisateurs après contact avec notre service client. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est capable de dire, on a à peu près 42 motifs de contact dans notre service. Et on est capable de dire, le premier motif de contact le plus performant après contact avec le service client, ça va être celui-ci. Et donc, en gros... Même si de temps en temps, ça ne va pas spécialement déboucher sur des fonctionnalités, au moins ça va nous permettre de se mettre un petit peu à niveau chez nous et de revoir nos process. Et donc du coup, on a un peu ce côté d'amélioration continue et on se dit, si en fait nos utilisateurs restent, je dis une bêtise, à 30% sur ce motif de contact-là, on a sûrement des choses à faire sur le discours, sur l'empathie, peut-être en termes de politique de compensation. Et si ça ne concerne pas ces choses-là, plutôt des propositions de fonctionnalités. Et donc, du coup, nos utilisateurs sont très friands de nous donner pas mal de choses. Donc, voilà. Et donc, du coup, c'est un projet qui est aussi assez cool chez nous parce que souvent, quand on bosse dans un univers care, on dit souvent que le service client, c'est un centre de coût et pas un centre de profit. Quand on le connaît assez bien, je pars plutôt du principe que c'est un centre de profit parce que surtout dans un business comme le nôtre où on est une plateforme de mise en relation... Le récurrent, c'est essentiel. Si les gens abandonnent, tu perds ton business. Exactement, c'est ça. Et donc du coup, c'est aussi important pour nous d'avoir monté ce projet-là pour le partager en interne auprès des autres services et de promouvoir notre service car. Ouais. Et c'est vrai que vous arrivez même à analyser les gens qui ont été soumis à un geste ou une action ou un appel et ensuite voir si par rapport au trajet moyen, tu m'as dit, je ne sais plus que c'était 1 ou 2 trajets moyens par personne, par mois. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, est-ce que ça a augmenté ou est-ce que ça a baissé? Et donc là, on permet tout de suite de dire, j'ai appelé au téléphone parce que j'ai un problème, même si ou même appeler pour une information, etc. Est-ce que ça fait augmenter ou baisser? Exactement, c'est ça. Et ça, du coup, c'est aussi grâce à nos discussions avec les équipes marketing, parce qu'on a un indicateur qui est commun, c'est la rétention de nos utilisateurs. Et du coup, on savait que le trajet moyen, un trajet était fait par mois par nos passagers. Et on sait par exemple que si un utilisateur fait 2, 3, 4, après avoir contacté le service client, alors c'est difficile de dire que c'est sûr à 100% que c'est le service client, mais s'il n'était pas passé par nous, si on avait fait on n'avait pas rendu son expérience, je dirais, optimale après son problème, peut-être qu'il ne serait même pas resté sur l'appli. Ouais. Voilà. Après, vous travaillez aussi sur la personnalisation, puisque, comme tu l'as dit, une partie de tes équipes sont à l'étranger, travaillent la nuit par rapport aux gens. Vous essayez également de faire en sorte que chaque
personne ait son petit univers ou soit reconnaissable. On n'est pas dans la masse. Ouais, exactement, c'est un truc qu'on a essayé de mettre en place parce que on a une petite équipe, 26 personnes, ça reste une petite équipe, et du coup on n'a pas beaucoup de turnover, et c'est vrai qu'on voulait que chacun ait sa propre signature personnalisée. Par exemple, Boris qui travaille de Colombie, du coup qui travaille la nuit, en fait sa signature ça va être Boris, votre phare dans la nuit. En fait on a essayé de trouver des petites signatures qui étaient liées au covoiturage. Et par exemple, dédicace à Victoria qui est là depuis mon arrivée chez Citigo, elle est connue depuis maintenant plus de 6 ans et sa signature c'est pour vous depuis 2019. Ah. Et donc du coup on essaie d'avoir des petites signatures pour chacun des membres de notre équipe. Mais moi j'ai aussi la mienne, c'est Mika, je suis au taquet. Voilà. Alors, justement, là, on a parlé beaucoup des feedbacks qui viennent des collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe, des clients plutôt, qu'est-ce qui se passe au niveau des collaborateurs ? Alors du coup, nous, les feedbacks des collaborateurs, ce qui est aussi ultra important, vu qu'on est une plateforme, on est une application mobile, ce qu'on essaie vraiment de véhiculer, c'est de tester au maximum l'appli. Donc on a essayé de mettre une petite règle en place, et quand on teste notre application en tant que passager ou conducteur, c'est de faire un feedback sur un channel qui s'appelle Produit pour raconter son expérience et aussi voir que quand on teste l'appli, on a potentiellement les mêmes problématiques que peuvent rencontrer nos vrais utilisateurs. Après, c'est aussi sur nos outils. Du coup, je vais citer Mayday avec qui je travaille maintenant depuis quelques années. Qui est notre partenaire aussi pour la FAQ. Et du coup, en fait, c'est un outil, sans les équipes, il ne peut pas vivre. Et donc, du coup, dès qu'on a mis en place cet outil-là de base de connaissances, en fait, on a dit aux équipes, en fait, c'est vous qui allez être au cœur du développement de cet outil-là. Et en fait, sans vos feedbacks, ça ne pourra pas être ultra optimal. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de data. Et on sait par exemple que sur il peut y avoir certains articles, on va avoir du mal à tomber sur l'article en question. Et donc du coup, on dit aux équipes, faites-nous des feedbacks. Dans tous les cas, ça va être traité dans les 24 heures qui vont suivre. Et si toi, en fait, tu as rencontré ce problème-là, potentiellement quelqu'un qui n'avait pas encore tapé ce mot-clé ne l'aurait pas su. Et donc, on a ça. Après, on a aussi une réunion... Il y a une personne à temps complet qui gère cet aspect base de connaissances, parce que ça permet d'avoir tout de suite des réponses qu'on peut copier-coller ou qu'on peut consulter si on a la personne au téléphone. Exactement, c'est ça. Donc, une FAQ un petit peu intelligente. Ouais, et on avait mis en place, parce que comme je le disais au début, on était ouvert 24/24, donc il peut y avoir certains shifts où les membres de mon équipe sont tout seuls, et donc du coup, il fallait les rendre aussi beaucoup plus autonomes, mais dit autonomes, ne pas être livrés à eux-mêmes, et il fallait un outil qui leur permettait d'être autonomes et pas être bloqués. Par une expertise au moins à leur disposition. Voilà. Et on a aussi une réunion hebdomadaire avec un call quali mensuel avec chaque membre de l'équipe pour passer en revue les performances individuelles. Et c'est aussi le moment de recueillir leur feedback, autant sur le produit, sur nos process, et avoir un temps d'échange avec eux. Et après, je ne parle pas de la réunion hebdomadaire qu'on a toutes les semaines, mais on a un petit point sur le questions-réponses. Et donc, du coup, c'est le moment d'échanger sur nos process et toujours prendre en considération leur feedback. Alors, il y a le Quality Monitoring que tu appelles l'IQS. Ouais, exactement. Pareil, on appelle ça l'IQS chez nous. Du coup, c'est le score qualité. Avec mon expérience chez Deliveroo, on avait à l'époque, je travaillais avec un partenaire à Madagascar. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des grilles qui sont très processées. Et nous, on a essayé de la mettre à notre, on va dire un peu à notre sauce. Ça va reprendre les normes ISO que l'on connaît tous. Et on a créé cette grille là depuis maintenant quelques temps. Quelques petits chiffres dessus. J'ai mis un exemple de monitoring que l'on peut faire sur un cas. On va à peu près monitorer 450 tickets par mois. Ça fait à peu près 2% des tickets mensuels. Ça, c'est sans IA, parce que du coup, l'idée pour 2026, c'est qu'on mette en place de l'IA sur la partie quality monitoring pour avoir encore plus de monito chaque mois. On parlait des feedbacks. Du coup, le plus important aussi pour nous, c'est sur notre outil, c'est d'avoir des disputes par l'équipe, parce que pour le coup, si j'ai une mauvaise note sur un ticket et sur lequel je ne suis pas d'accord, j'aimerais en fait pouvoir le dire. Et donc, du coup, on a une fonctionnalité sur notre outil qui nous permet d'avoir des disputes de la part de nos équipes. Et le truc le plus important, c'est j'ai donné ma voix, mais il faut que ce soit traité derrière. Donc, du coup, 100% des disputes sont bien monitorées par l'équipe. Et c'est ce que je disais au début.
de cette question, c'était un coaching Call-Cali mensuel pour passer en revue les performances et toujours avoir un peu cette démarche d'amélioration continue sur la qualité. Ouais. Donc actuellement, c'est 2% des tickets qui sont audités. Alors tickets, ça va être des appels, des emails. Interaction, c'est ça. Voilà, interaction. Et donc 2%, et vous avez quand même 97% de ces tickets qui sont OK, selon la grille de normes, et il reste ces 3% que tu vas tout simplement analyser ou qui sont un petit peu moins bien. Et un collaborateur peut aussi dire, tiens, j'ai 5 tickets, est-ce que tu peux les analyser aussi? Ça peut être aussi un travail là-dessus. C'est typiquement ce qu'on veut faire pour 2026, dans le côté aussi mettre une stratégie autour des équipes. C'est qu'aujourd'hui, les équipes sont monitorées, mais l'idée, c'est que chaque personne de l'équipe puisse monitorer aussi 5 tickets par mois, par exemple, pour s'assurer que on a tous le même degré de calibration, je dirais. Et aussi, c'était tout à l'heure un de vos invités ce matin qui disait telle personne a fait ça, c'est cool, je vais peut-être aussi le faire aussi. D'où un peu les macros personnels pour 2026, où chacun aime bien avoir un petit peu son style d'écriture. Alors bien évidemment, on a une charte édito à respecter chez nous, mais chaque personne va avoir ses propres mots, et donc du coup, on va essayer de mettre ça en place pour 2026. Ok. Alors je vous propose qu'on passe au tirage au sort. Donc pour gagner ces 2 livres, dont le livre de Benoît Méronin et celui de Thomas Lafitte. Donc Chantal, quelle est la question? Alors la question pour cette session, préparez-vous devant vos claviers et vous répondez le plus rapidement possible. La bonne réponse évidemment sur le chat. Quel est le nom de l'événement à la Massif qui permet aux collaborateurs de suggérer des projets pour améliorer l'expérience client? Il faut donner des stars dans les yeux. Si je réponds, je peux gagner. On a un exemplaire ou deux de celui-ci à la maison. Voilà. Alors, dans les questions, ma chère Chantal. Alors, j'ai une question de Franck qui dit « Bonjour, est-ce que vous pilotez les avis Google des agences? Utilisez-vous un outil de consolidation des avis avec cartographie par agence ou bien c'est du reporting manuel ?» Je pense que ça devait être pour la Massif parce que c'était à 14h17. Hein. Voilà. Alors, on collecte les avis après une interaction, donc une visite en point d'accueil. Il reçoit un questionnaire, écoute à chaud, opéré par Eloquent. Et dans le process, si le sociétaire donne son avis, on injecte effectivement dans Google My Business l'avis qui se rapporte à l'agence concernée. Et Eloquent est le tiers de confiance et on injecte 100% des avis. Ce qui nous permet d'offrir aux prospects, puisque la recherche classique, quand on arrive dans une ville et qu'on a besoin d'une assurance, c'est de chercher, taper assurance à proximité. Et ça nous permet effectivement de communiquer sur notre marque et puis aux prospects d'aller consulter les avis et ce pourquoi on est recommandé avec des notes qui sont tout à fait satisfaisantes. Et après, votre reporting global vous permet d'avoir un filtre par agence, tout à fait, par région, et comparer les meilleurs de la classe avec ceux qui doivent progresser. Exactement, et de partager les meilleures pratiques entre les différents responsables de zone. Alors Chantal, est-ce que tu aurais 2 autres questions? Oui, alors, votre FAQ utilise-t-elle l'IA? Pour toi. Je vais parler des 2. Notre FAQ, je dirais, à destination de nos covoitureurs, pour le moment, non. Mais c'est un sujet statique, c'est sur le site exactement, web. C'est ça, ouais. On avait fait sur mesure avec WordPress à l'époque pour avoir une expérience personnalisée pour que quand tu es conducteur, tu n'aies pas accès aux articles passagers et inversement. Et du coup, sur notre outil de base de connaissances interne, on met de plus en plus de l'IA en place dans la rédaction, par exemple, de nos articles. On va aussi... un agent qu'on a créé récemment avec Mayday, c'était pour l'envoi de notifications pour nos équipes, pour s'assurer que le message a bien été reçu par l'ensemble de nos membres. S'il y a de la lecture, si ça a été lu par tout le monde ou pas. C'est ça. Et donc oui, on utilise de l'IA sur notre FAQ. Alors Chantal, une autre question? Alors, vous analysez aussi les avis. Souvent, on a des détracteurs et pas une analyse réelle des gens satisfaits. Alors, je suppose que ça veut dire que oui, les avis clients sont déformés par rapport aux avis réels. Alors, je pense que c'est plus pour la Massif. Oui, l'heure à laquelle ça a été posé, je pense que c'était pour la Massif. Ok. Alors, l'objectif de ce pourquoi on a fait ce projet avec Eloquent, c'est qu'on avait effectivement des avis qui étaient déposés sur les pages Google My Business
Et vous savez très bien comment les clients fonctionnent. Les mécontents sont plutôt de nature à s'exprimer plus que les satisfaits. Et on avait la situation suivante, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on mesurait en interne en termes de qualité d'accueil et d'écoute de conseils dans chacune de nos agences, on avait un vrai écart avec la note qui était visible sur Google, et c'était particulièrement mal vécu en fait par nos conseillers. Donc le but, ça a été effectivement d'être complètement transparent et d'injecter 100% des avis qui concernent telle ou telle agence et d'être de ce fait complètement transparent et quelque part de noyer, je vais le dire comme ça, dans la totalité des avis qui sont très largement positifs, les quelques avis de détracteurs. Et après, on a effectivement en interne une procédure en lien aussi avec la communication pour traiter les avis des détracteurs, soit en messagerie privée par le chef d'agence ou alors en centrale, selon la nature de la critique qui est faite. Alors Chantal, une autre question et après, je pense qu'on pourra passer à la prochaine session. Anne, je ne comprends pas forcément. Est-ce que, comme Citigo, vous analysez les personnes exposées à un geste versus les autres ? Ouais, est-ce que quand Un j'ai geste, appelé au c'est peut-être le service geste client commercial, et que j'ai là. un geste commercial, est-ce que ça a un impact sur ma fidélité ? Alors, on sait que quand il y a réclamation, là, je vais presque prendre une casquette un peu à marque et qu'elle est bien traitée derrière, ça fidélise. Voilà. Ça fait partie des choses qu'on regarde, avec malgré tout une différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de récurrence que dans les usages développés par Mickaël, puisque même si vous êtes super ravi de votre assureur, vous n'allez pas acheter une deuxième voiture pour pouvoir avoir le plaisir de souscrire un deuxième contrat auto. Donc on l'analyse bien sûr, on va regarder le taux de churn, bien évidemment, mais c'est pas aussi dans l'assurance dommage. On est fidèle. La récurrence, c'est plutôt sur la durée qu'on va le suivre et pas forcément de façon aussi précise que je fais un trajet et je suis déçu et j'arrête. Ou au contraire, du secteur sur des périodes très courtes où effectivement il y a une réitération. Et Chantal, tu me dis qu'il y a une question et le gagnant. Ou la gagnante. C'est une question de Linda. Pour Massif, le dispositif de collecte des irritants permet-il de renforcer l'engagement des collaborateurs ? Oui, parce qu'effectivement, un des enjeux, c'est au-delà de la collecte, c'est de donner de la visibilité derrière sur le traitement qu'on en fait, puisque il n'y a rien de pire que pour des collaborateurs de faire remonter des irritants et qu'ils se perdent. Donc, on a mis en place toute une comitologie pour les identifier, les traiter, les mettre, les apporter aux directions qui sont en responsabilité. C'est un problème de courir dans le marketing. On s'adresse à la direction marketing et pour aller jusqu'au bout. Donc vraiment le déployer et faire le retour d'informations à l'ensemble des équipes. Okay. Alors la gagnante ou le gagnant ? Alors ça va être un gagnant et puis la persévérance paye parce que je le vois dans les 4-5 premiers qui répondent depuis tout à l'heure. Il s'agit de Tugay Sinar. J'espère que je prononce bien son nom. Voilà, donc je vous enverrai un petit mail tout à l'heure pour récupérer vos coordonnées. Alors donc merci à tous. On va se retrouver dans quelques minutes pour une session destinée au workforce management, c'est-à-dire à l'efficacité dans le centre de contact. À tout de suite.